Donc moi, si j'ai bien compris, Nathalie, le musée d'Orsay vous a demandé de concevoir un spectacle de nature osée, on va dire, oser, il faut oser, donc il faut partir des deux piliers de la chose. Ce que j'ai vu, c'est-à-dire le sexe et l'argent, qui implique le confort, l'avidité, le plaisir, l'humour aussi, qu'on a vu. Et puis, donc, comme vous l'avez noté, dans le spectacle, on parle beaucoup d'argent. Ces chansons parlent d'argent. Il y a tout au long de ces chansons le commerce, le rapport commercial, est sans arrêt cité. Et la prostitution, évidemment, est un commerce, et c'est un commerce de brutale extraction, si je puis dire, comme celui des mines, du pétrole ou des esclaves, en quelque sorte. Et il convient donc d'appliquer cette grille de lecture sur ces échanges de marchandises à ces femmes de mauvaise vie. Bon. Mais celles que vous décrivez sont assez conscientes, finalement. Pour beaucoup, même la buveuse, la triste buveuse d'absinthe, conscience de sa condition. Donc ce récital a commencé avec une chanson populaire du XIXe siècle, vous m'arrêtez si je me trompe, La Pierreuse consciencieuse, une chanson paillarde, très explicite. Et là, on parle d'argent pour 14 sous, la main dans la poche, même sous l'œil du flic qui me regarde en dessous. J'astique le dard du type, etc. J'arrête parce que j'ai pas de talent de diseuse et je vais vite rougir, ce que vous ne faites pas. Ce désir, l'argent, la dépense, l'avarice, ça a beaucoup à voir aussi, bien sûr, avec le sexe au sens freudien. C'est une évidence. Donc, après avoir reçu cette commande, vous m'avez expliqué que vous avez demandé des conseils à vos amis de la Société psychanalytique de Paris, des Freudiens, donc, qui vous avaient soutenu en 2008 par fidélité aux émerveillements de Sigmund, dans le premier des 3 spectacles que vous avez consacrés à Yvette Guilbert, qui s'appelait « Je ne sais quoi ». Je ne sais quoi. Voilà. Yvette Guilbert, chanteuse, comédienne, née en 1865 et morte en 1944. Vous y chantiez combien de chansons ? 19. 19 chansons. Et vous y lisiez des lettres échangées entre cette chanteuse tragédienne et le père de la psychanalyse. Ce n'est pas toujours connu, cette amitié entre Yvette Guilbert et le père de la psychanalyse. Donc, c'est-à-dire que la relation entre Yvette Guilbert et Sigmund Freud servait de lien pour tisser le spectacle. Et même le choix des chansons a été orienté par ça. C'est-à-dire qu'on a choisi au départ, j'ai choisi au départ les chansons que j'imaginais, moi, subjectivement, qui avaient pu intéresser Freud par rapport à l'inconscient, à la libido, la sexualité, etc. On va revenir sur les circonstances de cette rencontre. Mais pour ce spectacle-ci, vos amis freudiens vous disent allez voir vers les salles de garde des hôpitaux pour trouver des chansons grivoises et paillardes, parce que tous ces mâles super éduqués se défoulent, les futurs médecins ou les médecins, en braillant des obscénités telles que cette pierreuse au tarif fixe. Et la grande pine. Et la grande pine que vous chantez sur le piano, une chanson populaire, hein, c'est ça Oui. Et qui date de... Oui, pareil, qui est ancienne. Hein, qui fin du 19e, voilà, c'est fin ça 19e. Et c'est vrai que je me suis fait la réflexion après coup. Je me suis dit, justement, ces chansons de salle de garde, c'est intéressant parce que c'est des gens qui sont sans arrêt en relation avec la vie et la mort, qui ont le pouvoir, finalement, de prolonger la vie ou qui sont obligés de subir la mort de leur patient, enfin, de leur, je ne sais pas comment on dit, de leur client. Et donc, peut-être pour conjurer cette situation, la chanson a peut-être cette fonction. Tout d'un coup, ça m'a paru vraiment intéressant de le voir comme ça, de l'entendre comme ça. Et puis il y a des choses comme l'Aviateur, c'est inscrit au répertoire du Théâtre Forain. Oui, je l'ai appris de la bouche de Roxane Durosier, à qui on avait consacré un spectacle avec son fils, Maurice Durosier. Et ça faisait donc partie de son répertoire de théâtre forain. Ça se chantait dans les intermèdes entre 2 actes dans le théâtre ambulant. Voilà. Et donc cette chanson est restée et on l'a intégrée parce qu'on trouvait qu'elle était assez polissonne pour faire partie de cette histoire. Et puis je retrouve aussi dans votre récital l'allusion, enfin pas plus que l'allusion, des citations du catalogue des prix d'amour de mademoiselle Marcelle Lapompe, censé dater de 1915, qu'on retrouve sur Internet. Si vous cherchez, vous le trouverez. Vous trouverez Minette, bout à bout, l'homme entre les jambes, 3 sous,
etc., etc. Donc c'est assez précis, et c'est pas inventé, ça existe. On en voit la photo, elle est sur YouTube, vous verrez ça, vous pourrez vous inspirer. Oui, c'était la proposition de Jacques Verzier, donc le metteur en scène, je ne sais pas où il a dû partir boire un verre d'absinthe dans mon dos. De la vraie, hein, de la vraie. Celle-ci. Voilà, qui avait proposé ça, que ça soit un peu le fil continu aussi, c'est-à-dire que l'argent, c'est vrai que voilà, prendre tout de suite cette idée qu'avant tout, l'amour se vend, la chair se vend, et c'est ça qui est à la fois terrible et tout à fait incroyable. Et donc, cet aspect marchand, ce qui est intéressant, c'est que ces filles, que ça soit hier ou aujourd'hui, parce que j'ai lu pas mal de choses, les livres des historiens, comme les livres de Nelly Arcan, voilà, qui sont plus contemporains. Et on a vraiment, ou même des reportages sur Internet ou à la télévision, sur Arte, j'ai vu des choses où on a vraiment cette sensation que l'argent leur file entre les doigts. C'est-à-dire que plus elles en gagnent, plus l'argent file. Nana, c'est ça, c'est l'histoire de Nana. Et donc, l'argent ne fait que passer, comme si c'était pas le but, ou comme si ça, je sais pas, enfin, c'est très troublant, ça. C'est-à-dire qu'elles le font par besoin d'argent, parce que c'est quand même la misère, au départ, qui les pousse à se prostituer. Et finalement, ça comble rien. C'est ça qui est incroyable. Mais il y a une sorte de frontière comme ça, quelque chose de très marécageux, où on ne sait plus très bien qui est quoi, et qu'on retrouve à cette époque-là. Et moi, je ferai une analogie maintenant avec notre époque contemporaine. Hein. Un siècle plus tard, on retrouve ce rapport au cash, hein, l'argent cash, qui définit d'ailleurs la figure de la bitch, hein, c'est-à-dire la pute afro-américaine, on va dire, du rap, hein, qui trône au centre des préoccupations des musiques urbaines d'aujourd'hui, du Bronx au baile et funk des favelas brésiliennes. Hein, c'est la pute du rap, donc on utilise sans même avoir à la payer, car le dollar, le bifton attire les biscottos, les poses de caïd, les grosses bagnoles, les grills, hein, les trucs en diamant qu'on met sur les dents, les poses de caïd, tout ça, les pendentifs en or, la promesse d'un bon coup dans tous les sens du terme. C'est assez attirant. Et ces femmes, dans la représentation actuelle, elles sont, comme il y a un siècle, parfois malignes, futées. La Maria Motoquera au Brésil, que vous connaissez bien. D'ailleurs, vous faites une très jolie bossa nova sur une chanson Ouvre, qui est de 1934, qui était la chanson fétiche de Suzy Solidor, qui est pour moi très intéressante. Et la chanson est très très forte, les paroles sont incroyablement belles et érotiques. Oui, d'ailleurs c'est devenu, Suzy Solidor voilà, porter quelque chose par rapport à l'homosexualité avec cette chanson. Ça a été presque je dirais pas un hymne, mais enfin c'est une chanson qui a vraiment changé un peu les choses, qui a fait évoluer les choses. Donc là, voilà, on est dans ces frontières-là, et c'est vrai que, par exemple, donc ces filles brésiliennes qui sont attirées par les trafiquants à cause de leur pouvoir d'achat, plus que de séduction, elles se rapportent facilement, par exemple, à la Lorette de la Veille, que vous chantez aussi, dont le génie est d'être partout aimable à la fois. C'est une chanson de Gustave Nadeau, qui était goguetier. Hein, ça s'appelait goguetier, donc avec les gens qui étaient en goguette, qui partaient en goguette. Donc en 1800 et quelques, près de 1890, un petit peu en 1850, elle date. 1850, un petit peu avant. Ouais. La Lorette donc débarque à Paris pour dégommer la Grisette, qui est une fille aux mœurs dites légères, issue des métiers de couture. La morale fait encore loi à l'époque, du moins en apparence. La Lorette, c'est une indépendante, vous m'arrêtez si je me trompe, qui entretient par exemple un étudiant de bonne souche, mais éventuellement un peu fauché. Il lui offre une sorte de bourse d'études et contre une promesse de mariage après. Hein. Les Lorettes et les Grisettes aussi ont parfois plusieurs amants, se font entretenir par petits morceaux. Un amant paye l'appartement, l'autre les toilettes, les chapeaux, et le troisième... Ça, c'est les Lorettes. Ouais. Les Grisettes, en fait, elles gagnaient leur vie dans les métiers de la couture, donc elles se mettaient en ménage avec un étudiant en espérant changer de conditions sociales, c'est ça qui est intéressant. Et évidemment, l'étudiant en droit rentrait vite fait chez ses parents à la fin de l'année, qui était terrorisé qu'il épouse une fille de basse condition, et donc elle se retrouvait sur le flanc. Et après, les Grisettes ont été effectivement dégommées par les Lorettes, qui, elles, avaient plusieurs amants et se faisaient entretenir. Voilà.
C'est ce que j'ai compris. Alors la difficulté de la traduction en chanson, d'une certaine manière, de Splendeur et misère 1850-1910, hein, qui est l'exposition que nous accompagnons ici, la difficulté, c'était de faire coller les dates, puisque la grande époque de gloire des chansons sur la prostitution est plus tardive, hein, que ce créneau-là. La chanson réaliste, celle des années 30, la fin des années 20, évidemment, s'est massivement emparée de la figure de la prostituée, de la misère, et elle s'est enfoncée dans le sentiment, ce qu'on ne retrouve pas tellement là, puisqu'il n'y a pas d'éclairage compassionnel, même dans des chansons extrêmement cruelles comme l'absinthe, la buveuse d'absinthe. Mais c'est bien à ce moment-là, dans les années 30, donc avec Suzy Solidor, etc., et d'autres, et Fréhel auparavant, que ces chansons, que ce thème de la prostitution, du peuple des rues, des travailleurs et travailleuses, est remise au goût du jour. Donc il a fallu que vous mélangiez. On a entendu des airs du Second Empire, comme la Lorette de la Veille, justement, la chanson d'Aristide Bruand, un peu plus tardive, à Saint-Lazare, composée en 1886, et créée en 1887 par Eugénie Buffet. Elle a été reprise 100 fois, même Véronique Sanson l'a reprise à l'Olympia, sur la scène de l'Olympia, il y a quelques années. C'est la lettre d'une putain à son Mac, qu'elle adore comme Dieu et son papa, alors qu'elle est soignée à la prison-hôpital de Saint-Lazare, rue du Faubourg-Saint-Denis, là où la police des mœurs oblige les filles à passer la visite médicale. C'est la syphilis, etc., et le cortège de misère. Toulouse-Lautrec, d'ailleurs, a fait un petit croquis qui, je crois, est dans l'exposition, très touchant. C'est une sorte de bretonne à coiffe qui écrit sur un bureau d'écolier avec un encrier. Toulouse-Lautrec aussi avait peint la visite médicale en 1894. On voit des filles qui ont été raflées, qui sont à la queue leu-leu, les jupes remontées jusqu'au derrière. Et tout ça pourrait virer au pathétique, mais ce n'est pas l'axe que vous avez choisi, me semble-t-il. Ces femmes ont un ton, des airs de liberté, de la fierté en tout cas, et je pense qu'Yvette Guilbert, effectivement, est passée par là, puisqu'elle était une femme libre. Elle était une femme libre qui ne s'est pas prostituée et qui a refusé justement, contrairement aux autres, c'est pour ça qu'on a gardé une petite enclave là sur le petit podium, la petite estrade, volontairement, parce qu'elle s'est vraiment opposée aux exigences des directeurs de théâtre qui demandaient qu'elle se conduise, en tout cas pas comme une prostituée, mais en tout cas qu'elle se prostitue d'une certaine façon en chantant. Et c'est sur ce lien qu'on a souhaité travailler entre la chanteuse et la prostituée. Mais Yvette Guilbert, elle a dit « Non, moi je ne vais pas chanter comme vous le demandez, avec les seins qui débordent, avec des bijoux, avec des toilettes, des machins. Je vais être sobre. » Et elle a donc mis tout son talent et sa force de travail à mettre en avant le texte, les mots, et c'est comme ça qu'elle est devenue une diseuse et qu'elle a travaillé justement sur ce mélange entre le parler et chanter, puisqu'elle a inventé le parler chanter sous le nom de rythme fondu, pour pouvoir justement dire en chantant les choses, les sous-textes et les choses qu'elle avait envie de transmettre, notamment sur une parole de femme, faire évoluer les choses en matière de sexualité, de femme et Elle a composé aussi des chansons. Et elle a composé beaucoup de chansons. Par exemple, La buveuse d'absinthe, c'est une composition d'Yvette Guilbert. Madame Arthur. Et Madame Arthur. Sur des paroles de Paul de Kock. Paroles de Paul de Kock. Elle a beaucoup composé. Ce qui est intéressant, justement, c'est que l'exposition, sauf si je dis une bêtise, moi, je n'ai vu que des peintures d'hommes, donc je pense qu'il n'y avait pas de peintres femmes qui ont représenté la prostitution à cette époque-là, sinon elle serait forcément dans l'exposition, mais peut-être que je me trompe, je ne sais pas si quelqu'un... Voilà. Et nous, on est partis du choix de travailler sur des chansons de femmes, c'est-à-dire surtout, avant de travailler sur des chansons de femmes, on est parti sur des chansons de prostitution. On s'est dit, c'est quoi des chansons de prostitution? C'est quoi des chansons polissonnes à la fois? Et en fait, alors, on pourrait dire, oui, mais c'est des chansons écrites par des hommes, etc. Mais non, parce que Yvette Guilbert a beaucoup composé, qu'elle a beaucoup écrit, que Eugénie Buffet a créé La Pierreuse, qu'elle a créé Saint-Lazare, que Suzy Solidor a créé Ouvre. Mais en fait, toutes ces femmes, y compris Marie Dubas, beaucoup d'autres, étaient créatrices, étaient compositeurs, étaient auteurs, mais c'était pas reconnu. Mais bien sûr, et par ailleurs, si vous voulez, il y a dans la constitution d'un répertoire pour une chanteuse
de variété, on va dire même. Donc on a maints et maints exemples, et Édith Piaf en est un. La composition même du répertoire, c'est une œuvre de création à mon sens, c'est-à-dire que de choisir une chanson, d'aller voir son auteur, de faire éventuellement des musiques ou des paroles, mais de construire cet univers, et de construire ça précisément avec un je ne sais quoi, justement, qu'admirait Freud chez Gilbert. C'est tout à fait artistique, c'est tout à fait une création. Et justement, pour revenir à ça, parce que quand même, il faut qu'on vous explique comment Freud avait rencontré Yvette Gilbert. En fait, il était venu à l'invitation de Charcot. Et donc... c'est Madame Charcot qui lui a conseillé d'aller la voir à l'Eldorado. À l'Eldorado, et il venait voir, Charcot travaillait sur l'hystérie, il avait donc demandé à Freud de venir jeter un œil. Et puis, en fait, Freud est resté totalement muet et quoi pour de longues années, après avoir écouté « Dites-moi si je suis belle », une sorte de chanson très narcissique, chantée sur une mélodie assez tortueuse du XIVe siècle. C'était... voilà. Et elle était donc Yvette Gilbert au Moulin Rouge, au divan japonais, où il y avait un aéropage de célébrités qui venaient l'écouter. Et évidemment, Toulouse-Lautrec qui l'a dessinée tout le temps, avec cette manière à elle de gérer ses affaires. D'ailleurs, elle détestait les marchands d'artistes, ce qu'elle appelait les marchands d'artistes, Gilbert. Et puis en 1897, elle a épousé un autre Viennois, Yvette Gilbert, un biologiste, Max Schiller. Et Freud avait accroché à son mur, à côté du portrait de son ami Lou Andreas Salomé, un portrait d'Yvette Gilbert. Et puis ils s'écrivaient tous les trois. C'était pas une partie carrée, mais ils s'écrivaient beaucoup. Voilà. Et elle a arrêté de chanter ensuite au Malade. Et puis au bout de 10 ans, elle est revenue avec un répertoire complètement différent, des reprises de poésie ancienne, des chansons du Moyen-Âge, etc. Donc, ce qui était étonnant pour Freud et pour son mari, d'ailleurs, qu'on voit, c'est la multiplicité des personnages que pouvait interpréter Yvette Gilbert, parce que c'était une comédienne. Pardon. D'ailleurs, en 1992, ici, au musée d'Orsay, Hélène Delaveau avait donné un récital Yvette Gilbert, parce qu'il y avait une exposition consacrée à Toulouse-Lautrec. Elle était accompagnée par Irène Haïtov, pianiste classique, qui était l'accompagnatrice d'Yvette Gilbert pendant les 7 dernières années de ses prestations. Alors, il disait quelque chose de très intéressant sur Gilbert. Il disait « Un texte écrit n'est pas le principal, l'essentiel, c'est ce qui est en dessous, ce qu'il faut deviner. Quand Gilbert chantait Le voyage à Bethléem, elle frappait à une porte, silence. À la seconde porte, silence. Et tous ces silences étaient différents. Ça m'a beaucoup servi pour les opéras de Mozart. » Pardon. C'est beau, non ? Oui, c'est très beau. D'accord. Vous avez consacré combien de spectacles à Yvette Gilbert ? 3. On a fait une trilogie, Je ne sais quoi, en voilà une drôle d'affaire. Et très récemment, un spectacle qui s'appelle Chansons sans gêne, qu'on a créé en mai à Marseille, qui sera repris au Théâtre de la Tempête au mois de mai. Et à Châtenay-Malabry en novembre. Donc au fil de ce récital, on s'aperçoit, comme on le disait tout à l'heure, et on comprend que les frontières sont ténues entre celles qui font les fortifs, les extérieurs, et celles qui arrondissent des fins de mois en galante compagnie. La fortune vient en dormant, mais pas seule, disait la belle Otero, on le retrouve dans l'exposition, grande courtisane de la Belle Époque. Et évidemment, tout est question de paiement en nature. Dans les chansons dites réalistes, donc plus tardives, on trouve logiquement une pléiade de synthèses en 3 minutes 30 de la vie des prostituées, les jours de poisse sans clients, les drames, les maladies, la soumission obligatoire, etc. Et on rétablit d'une certaine manière la vérité sur la condition des filles de joie, sur les trottoirs, dans les maisons closes. Ces enfants de la misère et du plaisir ont inspiré énormément de poètes et d'auteurs. On a parlé tout à l'heure de Suzy Solidor, mais il y a évidemment Damia, Berthe Silva, René Lebas, Fréhel, qui ont chanté, Nita Jo aussi, qui ont chanté ces concentrés de vie commune, assortis souvent de commentaires charitables.
on est loin ici de d'une vision libérée et contemporaine, entre guillemets, de la prostitution, qui sous-entendrait que la femme trouverait son compte dans la prostitution et y trouverait sa liberté. Alors là, cette chanson réaliste pose le problème des macs, par exemple, hein, c'est-à-dire de celui qui soumet, et c'est très clair, hein, c'est très clair. Et puis la prostitution infantile et des choses comme ça, tout est abordé hein, dans la chanson. Tout est abordé. Voilà. Et la chanson réaliste a des héritières, et la première d'entre elles, c'est Édith Piaf, hein, qui est à la jonction du réalisme et de la chanson de variété dans un format contemporain. Et Piaf, enfant de la rue, comme on le sait maintenant, surtout depuis qu'il y a eu un film qui racontait toute sa vie dans le détail, elle fut élevée dans un bordel normand tenu à Bernay par sa grand-mère. Les filles de joie étaient ses amies, ses nourrices, et d'ailleurs, elle reprend beaucoup de thèmes et des thèmes parallèles, notamment la drogue, hein, qui va de pair, hein, puisque là on a ça. Même dans cette chanson que vous chantez, je suis pas sûre. J'en suis pas sûre. J'en suis pas sûre, qui date de. J'en suis pas sûre, c'est. Pareil, fin 19e, hein, j'en suis pas sûre. C'est le répertoire d'Yvette Guilbert. C'est une chanson de Maurice Bouquet. Et oui, c'est vraiment une chanson de prostituée. Enfin, même si c'est pas tout à fait dit clairement, voilà, c'est une prostituée vieillissante. Elle est très et très forte, embrumée, très embrumée. Et donc Piaf aussi revient, par exemple, sur la question de la drogue. Dans le film La Garçonne, en 1936, très tôt, elle chante « Le bonheur quotidien, vraiment, ne me dit rien. La vertu n'est que faiblesse. Il voit sa fin dans le ciel. Je préfère la promesse des paradis artificiels. » Donc ça, c'est du Piaf, première période. Et elle reviendra tout le temps sur ce thème avec des subtilités qui viennent gommer la rudesse du réalisme, c'est-à-dire l'accordéoniste, Milor, etc. C'est dans cette ambiance très... Voilà. Ailleurs, si on prend un exemple hors de France, de célèbres prostituées fondèrent des genres, hein, par exemple le fado, qui a été créé par La Severa, qui chantait dans les tavernes de la Moraria, et mourut de tuberculose. La tuberculose aussi, ça c'est la syphilis, la tuberculose, etc. Donc elle a eu beaucoup d'amants célèbres. Au Mexique, bien plus tard, Chavela Vargas, qui est la chantre de cette Amérique latine très indisciplinée, connaîtra la gloire en 61, après des années à passer à boire dans des tavernes miteuses, avec une chanson, Macorina, qui célébrait une légendaire prostituée cubaine du début du XXe. Dans l'histoire, d'ailleurs, la prostituée fut une figure très fondatrice. La Malinche, l'indienne qui fut l'amante du conquistador Cortés, avec qui elle engendra un bâtard, c'est une métaphore de la nation mexicaine. Alors, c'est pas tout à fait une prostituée, mais elle est métisse, elle a trahi, elle n'est pas une catin, mais presque, et elle a cédé à la puissance et à la richesse. Donc, on est toujours dans la même problématique. Et puis, ces femmes, parfois, elles ont même de l'âme. Hein. Il y a des chansons qui disent elles ont même de l'âme. Il y en a une que vous chantez qui dit ça, Les Gueuses, très très belle. Ouais. Les Gueuses qui date de... Les Gueuses, c'est une chanson des années 20-30. Elle est un peu plus tardive. Les Gueuses. Voilà, donc si on relit Albert Londres qui part à Buenos Aires, il explique... l'atmosphère de la naissance du tango. Donc, la maman de Gardel était peut-être pas tout à fait infirmière toulousaine. Et puis, donc c'est un milieu cosmopolite, portuaire, etc., dans lequel plein de chanteuses, femmes, d'interprètes ont évolué. On peut citer la capverdienne Césaria Evora, hein, qui, pauvre, très pauvre, a été sensible, et forcément sensible, aux arguments des hommes riches à un moment donné. Et elle chantait des chansons de prostituées ou pas ? Non, parce que la prostitution, dans la culture africaine, c'est quelque chose de complètement différent, donc il n'a pas ce mode d'expression. Mais qu'elle chantait dans des tavernes, entre guillemets, c'est une évidence. Alors, ces filles de joie, tenancières de bordels internationaux, sont souvent françaises d'ailleurs, hein, on le voit dans plein de films, par exemple dans le film Johanna française de Carlos Degues, film brésilien, avec Jeanne Moreau en tenancière de bordel. Et on retrouve en 1970 Madame, la comédie musicale conçue par Remo Forlani, dans laquelle Barbara raconte cette histoire. La pièce est un bordel, le Sphinx d'or, en Afrique équatoriale, et Madame rêve en veuve noire sur des êtres déchus
aux vies décadentes, et on les retrouve morts dans la cave. Hein. Donc elle écrit une chanson sur les putes du bordel. Vous nous la chantez? Oui, on essaye. Nous avons eu Mademoiselle Pompon, nous avons eu la grosse Charlotte, Nini de Vannes et la Zonzon qui arrosait chaque soir sa motte au cognac et au marsala, au cognac et au marsala. Nous avons eu Marie Ficelle qui revenait de Douala, qui revenait de Douala et qui ch'touillait le colonel. De jolies putes vraiment et un vraiment bien beau bordel. Même qu'à Dakar, ça je peux le dire, il n'en avait pas de pareil, non, il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil. Nous avons eu Lulu Mange-Tout, Nana Frisson et Miss Poil-Poil, celle qui rendait les hommes fous, rien qu'en dansant avec ses voiles, qui cachait même pas son cœur, ni ses 6 poils de salsifis. Nous avons une Nini Donfleur, nous avons une Nini Donfleur, et Rita, et Rita, et Rita, qui pissait au lit. Nous avons eu Mademoiselle Monsieur, non pardon, nous avons eu Bébé Fortiche qui était tatouée de haut en bas. Elle avait des cœurs sur les miches et les noms de nos généraux calligraphiés sur sa praline, calligraphiés sur sa praline. Nous avons eu Mademoiselle Monsieur, un ancien paradin d'Indochine, un ancien paradin d'Indochine qui avait vraiment pas froid aux yeux. De jolies putes vraiment et un vraiment bien beau bordel. Même qu'à Dakar, ça je peux le dire, il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil. De jolies putes vraiment et un vraiment bien beau bordel. Même qu'à Dakar, ça je peux le dire, il n'en avait pas de pareil, non, il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil. Merci. Et alors, pour terminer, je vous invite à suivre le débat tout à fait passionnant dont on n'a pas le temps de parler ici puisque le musée va fermer, qui anime aujourd'hui les amateurs de rap et de musique contemporaine sur Nicki Minaj, rappeuse de son état, née dans le Bronx, en montrant son derrière comme un trophée. Est-elle féministe ou non? C'est une grande question.